merci d'être avec nous. Jean Glavany est avec nous. Merci beaucoup de votre présence, président de l'Office public de l'habitat des Hautes-Pyrénées, ancien député des Hautes-Pyrénées et membre de la Commission des affaires étrangères. Vous avez été chef de cabinet, entre autres, du président François Mitterrand entre 1980 et 88 et ministre de l'Agriculture et de la Pêche. On en parlera puisque c'est dans votre livre sous le gouvernement de Lionel Jospin. Votre livre, c'est 3000 ans après Ulysse, aux éditions Edicence, où vous mêlez anecdotes et forcément histoire. Oui, parce que c'est un voyage en Méditerranée. Bonjour Jean Glavany. Bonjour. À bord d'un bateau avec un petit bar, le bar des Anglais, c'est ça? Qui n'est pas un bar d'ailleurs, c'est un endroit isolé qui est tout en haut du bateau sur le pont et où tous les soirs depuis que je navigue, enfin j'ai toujours trouvé un endroit comme ça à l'avant du bateau ou en haut du bateau, c'est isolé de tout, où le soir quand tout le monde va se coucher, je vais me planter le nez dans les étoiles et je réfléchis, certains diront je médite, en regardant les étoiles, je pense à ma vie, à mes morts beaucoup, au sens mes parents, mon frère, mes amis qui sont partis, sans que ce soit lugubre, et à l'infiniment grand, l'infiniment petit, à la beauté du paysage. Et puis des discussions à bâton rompu aussi, avec, à cette occasion, avec des amis, voilà. Des rencontres. Et puis aussi. Alors ce lieu qu'un de mes amis qui navigue avec moi a surnommé le bar des Anglais, parce que lui il a dit c'est l'endroit où on boit le dernier verre. C'est vrai qu'il m'arrive parfois, souvent, de monter là-haut avec un verre de rhum à la main, comme tous les marins. On boit la tasse. Et du coup, j'y invite effectivement, j'y ai invité un certain nombre de personnes régulièrement à venir méditer avec moi, réfléchir et parler. Donc, c'est un lieu de rencontre. Oui, on a besoin de méditer, justement, de parler en fait aujourd'hui. Avant d'aborder en fait tout ce que vous évoquez dans ce livre, dans la situation en fait, j'aimerais bien votre regard, Jean Glavany, sur la situation actuelle en fait du pays. À la fois la crise sanitaire, la crise économique qu'on a, la laïcité, les problèmes d'identité, etc. Qu'est-ce que ça suscite chez vous avec toute l'expérience que vous avez? Ça suscite de la réflexion. Ouais. Et pour que cette réflexion soit utile, ça nécessite de la distance par rapport aux choses et de la hauteur de vue. C'est-à-dire, au fond, pas se précipiter comme le font par exemple tous les réseaux sociaux sur l'actualité à la minute pour créer de nouvelles polémiques, mais essayer de regarder l'essence des choses, l'évolution des sociétés. C'est vrai que ces cumul de crises qui est à bien des égards désarçonnant, pose des vraies questions sur l'évolution de nos sociétés, sur la gouvernance, sur notre rapport à nous citoyens, à cette gouvernance, sur notre rapport à la science et aux crises. Et donc la sagesse, c'est de regarder tout ça avec distance, hauteur, et puis de ne pas se précipiter pour condamner, juger. Comment prenez-vous aussi le regard de jeunes générations, les 30-40 ans, là, aujourd'hui, par exemple en politique, qui disent... Et Emmanuel Macron lui-même, le premier l'a dit, oh, mais attendez, on ne peut pas réparer ce qu'on a fait comme connerie, entre guillemets, pendant 40 ans, 50 ans. On l'a entendu ça beaucoup, et on l'entend encore aujourd'hui. Mais... Qu'est-ce que vous répondez? Vous qui avez été aux manettes, aux affaires. Oui, mais parce que sur ce sujet-là, je m'exprime un petit peu dans le livre, mais moi je suis très respectueux de l'histoire. Et si on est, et je suis assez sévère avec ceux de toute génération, et je le connais aujourd'hui, mais je l'ai connu, j'allais dire, au temps où j'exerçais des responsabilités, et je l'ai connu encore quand j'étais jeune. Ceux qui disent avant nous, c'était que des incapables, des minables, et heureusement qu'on arrive, etc., sont ceux qui n'ont aucun respect de l'histoire, qui ne respectent pas d'où ils viennent, ce qui a façonné notre pays, les combats, les luttes, les difficultés rencontrées. Et ceux qui ont mené ces combats, ces luttes, je parle à propos justement de l'oracle des morts que rencontre Ulysse. Moi, je parle de mes morts et de ceux qui ont pendant la Seconde Guerre mondiale, libéré notre pays. Et moi, je suis très respectueux, et même je me sens tout à fait héritier de cette histoire-là. Et donc, parce que là, aujourd'hui, on veut la réécrire, l'histoire. Eh bien voilà, c'est ce que je n'aime pas. L'histoire, on la réécrit pas. Souvent, il y a cette tentation. Et donc, à travers un certain nombre de rencontres que j'ai fait en Méditerranée pour ce livre, j'essaye de restituer l'histoire je dis pas sa vérité, mais en tout cas dans une forme d'honnêteté, à défaut d'être objective. Mais la réécrire, oui, mais est-ce qu'on peut la renier, surtout? La renier?
certains s'y efforcent avec enthousiasme, mais c'est sûrement pas. Je veux dire, la Rognier me paraît être extrêmement dangereux. Et je cite Clémenceau et puis d'autres auteurs qui vont sur cette idée que un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et donc non, je pense que notre pays, notre nation, notre République, pour être forte et solide et regarder l'avenir avec confiance, elle doit se souvenir d'où elle vient et ce qu'elle a été. Ça, c'est pour moi une certitude absolue. Oui, et quand vous voyez là aussi votre ancien parti, le PS, là aujourd'hui, qui est un peu perdu dans les débats, quel regard vous avez sur ce parti socialiste et puis les forces de gauche? Là, vous m'éloignez complètement du livre. Non, mais c'est vrai, mais bon, je en même temps, comme c'est je vais vous répondre très franchement. Je pense que le Parti socialiste est mort au sens. Et il ne le sait pas, et au sens où l'appareil n'a plus de stratégie, n'a plus de doctrine, n'a plus de proposition, et voilà, il n'est plus incarné, et donc il est mort. Mais l'idée socialiste, c'est-à-dire l'idée social-démocrate, social-réformiste, socialiste de gouvernement, elle est plus moderne que jamais, elle reste très vivante, et donc je pense qu'il faut réinventer quelque chose de neuf, et malheureusement, je ne vois pas venir cette réinvention, mais ça viendra. Oui, ça viendra. Allez, on va continuer, et là, cette fois-ci, vous êtes à la barre de ce périple en Méditerranée, 3000 ans après Ulysse, on en reparle dans un instant, avec une préface, d'un certain Daniel Herrero. Oui, je me demande, si on ne l'aura pas au téléphone. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, il est 9h31. 3000 ans après Ulysse, avec une très belle préface de Daniel Herero. Jean Glavany est avec nous aux éditions Edicence. Oui, la Méditerranée est devenue aussi une mer de fuite, d'abandon, de crise, de naufrage de migrants. Et puis les bords de la Méditerranée poudrières, depuis des millénaires, ce que vous dites d'ailleurs, en fait, 3000 ans après Ulysse, quoi. Oui, ce voyage, ce périple en Méditerranée que j'ai fait donc sur les traces d'Ulysse, parce qu'il fallait que j'ai une carte pour mon voyage, il fallait que j'ai une feuille de route, et tout m'a permis de redécouvrir cette civilisation méditerranéenne qui a évidemment beaucoup changé depuis 3000 ans. Même si elle a aussi des points de constance, elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi fascinante, elle continue à attirer, et malheureusement c'est aussi une de ces des gros dangers qui pèsent sur elle, parce que les touristes qui venaient sur ces côtes, il y a 50 ans c'était quelques millions, et il y a 20 ans c'était quelques dizaines de millions, maintenant c'est quelques centaines de millions, et vous imaginez ce que ça provoque comme tourment pour les écosystèmes, la bétonisation des côtes, la pollution des eaux, etc. Mais cette mer, elle est aussi à la fois au confluent de l'Est et de l'Ouest, de l'Europe et de l'Orient, et puis du Nord et du Sud, et avec des tensions permanentes, qu'elles soient économiques ou politiques. Et puis, c'est un des points sur lesquels j'insiste beaucoup, elle a vu naître, et c'est une des grandes différences avec ce qui s'est passé il y a 3000 ans, elle a vu naître les monothéismes, elle les a vus naître même au même endroit, Jérusalem, et dans une proximité conflictuelle. Et ces monothéismes ont à beaucoup d'égards bouleversé la civilisation méditerranéenne, et surtout leurs intégrismes. Ouais. C'est une analyse-là que j'essaye de faire. Au fond, tous ceux qui vivent en paix leur religion, qu'ils soient catholiques, juifs ou musulmans ou chrétiens, pas seulement catholiques, quand ils vivent en paix d'une manière laïque, en respectant les lois de leur république ou de leur État, posent aucun problème à la Méditerranée. Mais malheureusement, ces religions ces monothéismes ont leur intégrisme, et que ces intégrismes-là se percutent, s'affrontent, et la Méditerranée en est traumatisée. C'est une poudrière, j'utilisais ce terme. Vous avez raison. Vous avez raison d'employer ce terme poudrière, et d'ailleurs, reprenons la thématique d'Ulysse, parce que j'ai essayé de retrouver pour chacune des étapes du voyage d'Ulysse les allégories. Ouais. Quand il est dans ce détroit de Messine, qu'il va de Caribe en Scylla, je dis quel est le Caribe en Scylla aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui va de mal en pis, c'est le conflit israélo-palestinien, et ce conflit du Proche-Orient dont on ne voit pas la fin, et qui va de mal en pis, et qui est toujours aussi pesant sur cette région du monde. Ouais. Et il y a aussi ce voyage, bien sûr, qui est à côté, où vous longez les côtes libyennes pour aller au pays des Cyclopes. Est-ce que aujourd'hui l'Union européenne, dans son ensemble, ferme finalement les yeux sur toute l'Italie, sur la migration, sur l'asile politique? Est-ce que finalement on bafoue les droits humains?
Alors, elle ne peut pas fermer les yeux parce que le phénomène humain est suffisamment, prégnant pour qu'on ne détourne pas le regard. Mais elle ne ferme pas les yeux parce que les pays de la rive sud de l'Europe, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, interpellent le reste de l'Europe en disant mais nous sommes un pays de premier accueil, entre guillemets. Je mets des guillemets sur accueil parce que l'accueil n'en est pas vraiment un tout le temps. Donc elle ne peut pas fermer les yeux, mais elle a réagi avec beaucoup de retard. L'agence Frontex qui a été mise en place a attendu des années avant d'être dotée de moyens. Et elle a agi avec un certain aveuglement, notamment sur la Libye, où... tant qu'il n'y aura pas en Libye un gouvernement d'union véritablement efficace, il vient d'y avoir un accord. Il y a quelques jours à peine. La France vient de rouvrir une ambassade qu'elle avait fermée en 2014, alors que en 2014, il y avait eu un attentat. Et là, je raconte dans le livre que l'attentat, j'étais Absolument. mais c'est ça. Et c'est une confidence. Vous ne l'avez pas rapporté en venant à Paris, quand l'ambassadeur vous a dit on ne se sent plus en sécurité le lendemain matin, je crois. Non, c'est le contraire. Il m'a dit, l'ambassadeur et toute la communauté, la petite communauté française qui vivait en Libye à l'époque, m'a dit il faut absolument sortir la Libye de la zone rouge telle qu'elle est dans le site du Quai d'Orsay. Ça empêche la reprise des échanges politiques, économiques, commerciaux, etc. Et le lendemain matin, boum. Et avec 2 gendarmes très grièvement blessés qui étaient en faction à l'entrée de l'ambassade. Et moi, j'étais dans cette salle, dans ce lieu qui a sauté la veille au soir. Ce que je veux dire, c'est qu'elle était dans l'insécurité, en fait, globalement, tel que c'était vu. Et là-bas, on essayait. C'était un peu la méthode Coué, en quelque sorte, non? Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une espèce d'aveuglement à reconnaître un gouvernement qui n'en était pas un, et à croire qu'il était capable de gouverner le pays, alors que le pays était gouverné, et à mon sens, le reste encore largement par les tribus, par des gangs surarmés. Et dans ces tribus, il y a beaucoup de passeurs et il y a beaucoup de trafiquants. La Libye est un pays de beaucoup de trafic d'argent, de drogue, d'armes et trafics humains. Il y a eu des livres écrits sur l'esclavagisme en Libye. Et donc ce mélange d'esclavage, c'est très violent. Et donc que l'Europe s'aveugle sur ce sujet m'a choqué, m'a beaucoup choqué, oui. Que vous comparez d'ailleurs aux Cyclopes, à la violence des Cyclopes. Mais oui, c'est une forme de barbarie comme celle des Cyclopes. C'est une autre allégorie que je rapproche du voyage d'Ulysse. Cette barbarie est celle des Cyclopes et celle dans laquelle on abandonne aussi des migrants. Parce qu'au fond, je ne veux pas rentrer dans le débat sur l'immigration. Je pense d'ailleurs qu'il faut toujours, sur ces sujets-là, prendre de la distance et de la hauteur, comme je le disais tout à l'heure. C'est dur de prendre de la distance quand on est dedans, non ? Sauf quand il s'agit des naufragés. Je veux dire, comme je vous l'avais dit, je suis marin, et comme marin, j'applique les règles, les droits internationaux et la culture maritime, qui est que, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de marin, de me détourner, parce que sur la VHF, j'entendais sur le canal 16 que quelqu'un à proximité de moi était en perdition. Ça m'est arrivé, c'est une règle de base, de porter assistance aux marins en danger. Or, qu'ils soient migrants en situation régulière ou pas, peu importe. Ce sont des humains qui sont en situation de danger de mort. Et donc, il est du devoir des marins, et en particulier des associations admirables qui font ce travail en Méditerranée, de porter secours à des humains qui sont en détresse. Et là, vous êtes fier justement d'un membre de votre famille que vous avez découvert, finalement, qui est allé vers ça. J'ai retrouvé Loïc Glavany, qui est un petit cousin, plus jeune que moi, mais qui est capitaine au long cours et qui a été pendant presque une année au bord de l'Aquarius, à bord de l'Aquarius, dont il était responsable des opérations de sauvetage, et qui m'a raconté, et je le raconte dans les livres, dans un dialogue avec lui, la dureté de ce qu'il a vécu. Il est très traumatisé d'ailleurs. Il est très traumatisé, comme beaucoup de ceux qui ont participé à ces sauvetages. Il y a un mot aussi sur votre père. Vous abordez effectivement. Parce que ça nous ramène à ce que je disais sur l'histoire. Parce que Ulysse, dans son voyage dans un lieu d'Italie qui est grosso modo entre Rome et Naples, va à l'oracle des morts. Et moi, j'ai voulu refaire mon oracle des morts. Je l'ai situé moi à l'île d'Elbe parce que c'était un fait d'armes auquel a participé mon père. Mon père était
un aviateur, mais quand en 43 on a voulu l'envoyer au service du travail obligatoire, il a dit non, c'était trop dur pour le trop insupportable. Il s'est évadé par les Pyrénées, mes chères Pyrénées, les prisons espagnoles, puis l'Afrique du Nord. Et là, plutôt que d'aller finir sa formation de pilote aux États-Unis, il a dit non, je veux me battre et libérer mon pays. On l'a mis, il s'est engagé dans un bataillon le premier bataillon de choc, qui a été le premier choc, histoire célèbre de l'armée française. Et il a libéré la Corse, l'île d'Elbe, où il a été blessé une première fois, débarqué en Provence, blessé une deuxième fois, au Montfaron, et finalement blessé pour le compte, pas perdant la vie, mais grièvement blessé à Dijon. Et donc ce périple méditerranéen m'a amené à faire de l'île d'Elbe mon oracle des morts et de dire à la fois mon souvenir de mon père qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, à la fois ce que je lui dois, ce que nous devons à ces hommes qui ont été courageux pendant la guerre, et très courageux, au sacrifice de leur vie pour beaucoup, et à qui nous devons d'être libres aujourd'hui et de vivre ce que nous vivons ici. Et ça, on l'oublie un petit peu en fait aujourd'hui. Et moi, je ne l'oublie pas. Voilà. Je ne l'oublie pas et je suis très imprégné de cette culture-là. On vous sent très ému. Est-ce qu'on manque d'humain finalement dans la politique d'aujourd'hui ? On manque d'humain, pas que dans la politique, on manque d'humain en général. Oui, je suis un humaniste au sens où j'aime l'humain d'abord et avant tout. J'ai un sens aigu de l'amitié. Je crois que ça se transparaît un petit peu dans le livre. J'ai une grande fidélité en amitié. Je reste très fidèle à des amis, y compris sur Sud Radio, on peut parler de ça, avec qui j'ai joué au rugby quand j'étais en fac, et qui reste le noyau dur de mes amis, avec tous ceux avec qui j'ai navigué. D'ailleurs, ceux qui ont joué au rugby et avec qui j'ai navigué, alors là, c'est des amis super, si je veux dire. On va rester avec nous encore quelques minutes, Jean Glavany. Justement, vous avez parlé du Montfaron, enfin on se rapproche là, un petit peu, du côté de Toulon. On y va dans un instant, restez avec nous. 3000 ans après Ulysse, Jean Glavany, préface d'un certain Daniel Herrero. Tiens, dis donc, il ne ferait pas du rugby, lui. Allez, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Tout à l'heure, de quoi Covid-19 est-il vraiment le nom ? Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, essaye de l'expliquer et de le décrypter, et il y réussit. À tout à l'heure. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Septime, gestion immobilière de bureaux, activités, entrepôts et commerce. Astim, transactions, conseil en immobilier d'entreprise. Imostim, commercialisation de logements neufs et animation d'espaces commerciaux. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore. Carrefour. Pour vous permettre de manger de bons produits frais tous les jours, Carrefour Market et leur drive vous propose des produits frais à prix imbattable. On s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Jusqu'à jeudi, le sachet de 2 kg de pommes golden origine France est au prix imbattable de 1,89 €, soit 95 centimes le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour. Catégorie 1, calibre 115-135 grammes, modalité sur carrefour.fr. Sud Radio Aix-en-Provence. 95.1. Sud Radio. Envie de vacances au soleil ou d'une escapade à la montagne ? Besoin de vous ressourcer ou de partir à l'aventure ? En famille, entre amis ou en solo, pour chacune de vos envies, Petit Futé vous propose plus de 700 guides en France et partout dans le monde, avec la version numérique offerte. Retrouvez aussi tous les bons plans futés sur petitfuté.com. Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde. Sueur nocturne, bouffée de chaleur, fatigue, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae Ménopause Expert Bio est la solution sans hormones, naturelle et bio pour se sentir bien. Retrouvez toute la gamme Manae en pharmacie et parapharmacie. Manae, une marque Vitavea. Pour votre santé, bougez plus. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. On retrouve Soyons proactifs avec Cerise de Groupama. Ça se passe bien là-dessous ? Oh pardon Lionel, je vous déconcentre. Pas du tout Cerise, mais c'est vrai, quand on fait de la mécanique, vaut mieux s'appliquer. Dans un garage, une erreur peut avoir de graves conséquences. Exactement, et si ça m'arrive, ma responsabilité peut être engagée. C'est pour cette raison qu'avec l'assurance multirisque des pros de l'auto, Groupama vous accompagne et protège votre activité. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h47, Jean Glavany est avec nous, 3000 ans après Ulysse, un très joli livre, vraiment très joli, préfacé par Daniel Herrero aux éditions Edicence. Oui, Jean Glavany, alors donc vous êtes notre invité, mais on a donc au téléphone un certain Daniel Herrero. Ah bon ? Daniel. Quelle coïncidence. Je vous salue bien bas, compagnero Jean, je te salue aussi avec affection. Bon, Daniel, Jean Glavany nous disait que vous êtes un amoureux de la Méditerranée, forcément, vous habitez sur les bords de la Méditerranée. En revanche, vous étiez plutôt un terrien qu'un homme de la mer, un peu moins le pied marin quand même, non ? Alors, la Méditerranée, c'est un territoire où il y a une mer et il y a des rivages, il y a des pays qui l'abordent et qui la cernent. Moi, je suis effectivement incontestablement des bords de la Méditerranée. Moi, j'ai arpenté, j'ai marché. Voilà, oui. Jean a beaucoup vogué, mais il a aussi arpenté, marché, il a mis un peu le nez sur les terres. Mais incontestablement, je suis un enfant des rivages, mais qui aime beaucoup la mer, tout au moins pour la regarder et l'apprécier dans ce qu'elle porte, plutôt en âme et en souffle, que ce qu'elle porte en, je dirais. Mais il vous a convaincu. Maritime, quoi. Il vous a convaincu justement d'aller avec lui, quoi. Hein, il m'a convaincu, ouais. Lui, il a un grand goût des choses de la mer, à l'évidence. Il est authentiquement marin. Moi, je suis authentiquement terrien, aimant la mer. Et il m'a tendu la main, il m'a accompagné, enfin, où je l'ai accompagné sur quelques vagabondages comme ça. On a vogué sur quelques terres. J'avoue avoir pris du plaisir au grand large, mais j'avoue aussi avoir pris un considérable plaisir à aller, j'allais dire, caboter quasiment sur toutes les terres, j'allais dire, chargées plutôt d'histoire. Voilà. Oui, Jean Glavany avec Daniel Herrero. Salut, compagnero, merci d'être là avec nous. Oui, vous savez, d'abord l'histoire du livre est très liée à Daniel Herrero parce que c'est au fond parce qu'il a écrit un livre sur la Méditerranée qui s'appelle Mes Méditerranées. Oui. Sur lequel j'avais fait une critique évidemment affectueuse où je me moquais de cet homme qui parlait de la Méditerranée sans jamais parler de la mer et je trouvais ça très original et en même temps mon affection était sans limite et du coup j'ai eu envie ça m'a provoqué ce livre à bien des égards. Donc il était à l'origine et il est à la conclusion, si je veux dire, il a vécu le livre du début à la fin et Daniel a fait cette préface parce que il se retrouve un peu à tous les moments du livre, mais vous savez, il y a deux manière de naviguer. Il y a une manière hauturière. Voilà, il m'est arrivé dans ma vie de faire quelques transats. On traverse l'Atlantique, on part pendant 15 jours, 3 semaines, des fois plus. Et là, ce qui n'est pas une mince affaire. Et là, c'est une affaire d'authentiques marins, encore que les conditions de navigation actuelles sont plus confortables que celles d'il y a 50 ans. Et puis il y a le cabotage dont parlait Daniel, c'est-à-dire l'idée de raser les côtes et puis de fouiller les côtes, de trouver des mouillages beaux si possible, féeriques si c'est en Méditerranée, il y en a beaucoup, et de profiter de la beauté des lieux et de débarquer et d'aller rencontrer ceux qui vivent là. Et évidemment, c'est du cabotage que je fais avec Daniel et les amis qui m'accompagnent quand on est en Méditerranée. Et ce cabotage nous permet effectivement on est allé le long des côtes de l'Italie, de la Grèce et de toutes ces îles qui sont fascinantes. Donc c'est ça que je partage avec Daniel. À la rencontre de paysages, bien sûr, mais aussi des gens, parce que Daniel, vous aimez, vous adorez aller à la rencontre comme ça, découvrir et vous êtes. Moi aussi d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Non mais c'est vrai parce que Daniel, vous êtes un grand voyageur. On vous connaît évidemment pour votre carrière dans le rugby et encore aujourd'hui au micro de Sud Radio. Mais peut-être qu'on vous connaît un petit peu moins, l'homme qui va passer des semaines et des semaines dans le désert, un peu partout, à la rencontre de personnes, de personnalités différentes. Hein. Oui, alors ça reste le moteur base. Je pense que moi j'ai été rugbyman pour voyager. Le goût numéro 1 qui m'active comme ça. Et Jean Glavany est aussi un de mes amis, sinon mon ami le plus fidèle. Autour de ces considérations-là, il est quand même intéressant d'aller les voir, d'aller les rencontrer, de faire de la route. Lui, il fait de la mer. Moi, je fais des bords de mer. Je vais dans les pays divers. Alors, quand même, il y a une constante chez moi qui est chez Jean, elle est plus diverse. Jean, il a le goût d'affronter les grands larges et quand même de côtoyer les terres pour les comprendre, les analyser et les vivre. Moi, j'ai comme un besoin éperdu, comme un souffle base. Il ne faut pas qu'il m'en manque un, notamment sur mes terres.
notamment dans mon sud. Je ne veux pas dire dans mon sud radio, mais dans mon sud. Tu vois, il faut que dans mon sud, ou quand ma boussole tombe, ou quand elle m'oriente quelque part, elle m'a beaucoup amené sur les grandes terres de la Méditerranée, ou sur les grandes mers de la Méditerranée, ou sur les grands bords de la Méditerranée. Je suis en quête permanente d'essayer de comprendre, et Jean m'a sans doute un petit peu aidé, et j'aimerais même qu'il m'en donne son opinion, que dans cette diversité à la fois des terres et des rivages du Grand Sud, y a-t-il une âme originale? Une âme méditerranéenne, c'est ce que vous voulez dire. On pourrait presque dire ça, quoi, tu vois, ou j'aimerais dire ça. Est-ce que Ulysse peut-être en fait la synthèse, ou sans doute y a-t-il aujourd'hui dans les temps contemporains, on ne peut pas passer, tu vois, vie sur terre, et notamment en ces bords, en cette terre méditerranéenne, ou en ces terres du Sud, sans essayer de comprendre comment pensent et comment vivent les hommes. Voilà. Jean Glavany. Oui, je suis touché d'entendre Daniel parler comme ça, mais en même temps, ces conversations, on les a eues tellement de fois ensemble que rien ne m'étonne plus. Encore qu'il y a toujours des choses à découvrir chez l'autre, fut-il très proche. Daniel a un goût particulièrement prononcé de l'ailleurs et de l'autre. Il aime découvrir des nouveaux pays, des nouveaux paysages, des nouvelles contrées. Il aime découvrir des nouveaux peuples, des nouvelles peuplades. Et ce goût-là, on le partage tous les deux, même s'il l'a poussé plus que moi encore. Même on a beaucoup voyagé ensemble et on n'a pas voyagé que en bateau. On a voyagé aussi en Afrique, en Asie ensemble. Et on aime marcher dans le désert. On a fait beaucoup de voyages ensemble. Et c'est vrai que comment dire, on se challenge un peu sur le sujet. Je vais vous raconter une anecdote, il va pas m'en vouloir de la raconter parce qu'elle date d'il y a quelques jours à peine. Il m'a challengé en disant, dis donc, en Méditerranée, il y a un endroit que j'aimerais bien aller découvrir. Tu connais Éphèse? Alors Éphèse, c'est en Turquie. Alors je lui ai dit, oui, je connais, j'y suis allé il y a très longtemps. Et il me dit, c'est parce que là, Éphèse, c'était quand même un centre de la culture méditerranéenne, de l'histoire méditerranéenne. Il faudrait qu'on aille là-bas. Bon, je lui ai dit, on va attendre un peu parce qu'en ce moment, la Turquie d'Erdogan me fascine pas beaucoup. Mais vous voyez, on est toujours dans ce challenge-là. Et on parlait d'ailleurs d'un éventuel, j'espère probable voyage ensemble en Grèce cet été. Et on parlait du parcours qu'on pourrait faire. Donc oui, je crois, pour répondre à ces questions, qu'il existe une âme méditerranéenne que Ulysse symbolisait à lui-même et que j'ai essayé de retrouver à travers ce que j'appelle la civilisation méditerranéenne. Et donc l'âme méditerranéenne, c'est la civilisation méditerranéenne transcrite par les hommes qui la peuplent. Elle est faite de beauté des paysages, elle est faite de ces odeurs et de ces saveurs que je décris. Elle est faite aussi d'une certaine forme de violence qu'on retrouve un peu partout. Ce qu'on décrivait tout à l'heure, parce que là aujourd'hui... Elle est faite d'une histoire et d'une culture extraordinaire. J'ai une vénération particulière pour tout ce que la Grèce a apporté, parce que pour moi la Méditerranée c'est de la Grèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes très jeune, mais dans les années 70 ou 80, il y avait sur les murs de France, il y avait une énorme campagne d'affichage avec des grandes affiches, avec des photos sublimes de Grèce, et il y avait marqué « La mer a un pays, la Grèce ». Et je pense que c'est une des campagnes de publicité, peut-être celle qui m'a le plus marqué, parce que je la trouvais très vraie et très profonde. Oui. Bon, ça vous donne encore envie de voyager avec Jean Glavany, mon cher Daniel, hein? Ah oui, alors j'enfile le ciré, sans aucun doute, peut-être encore, tu vois, une vieille paire de tongs, et sait-on jamais même une petite balle ovale, et pour aller continuer comme ça. Et un petit maillot, n'oubliez pas le maillot, Daniel. Et le bandeau, vous gardez le bandeau en mer, mon cher Daniel, ou pas? Ah, tout azimut, citoyen, tout azimut, voilà, tout azimut, comme une confiance que je mets sur mes neurones. Voilà. Bon, remis, en un mot quand même aussi, remis un peu de ce week-end, de cette défaite quand même. Défaite à la dernière seconde, quoi. Oui, défaite à la dernière seconde qui nous laisse à la fois évidemment un petit goût étrange, les amateurs d'Ovalie, les goulayants de la chose du rugby français, quoi. Les Français avaient fait un bon match, l'adversaire était bon, les Écossais étaient par certains côtés même remarquables. Bon, le match est un bon match du tournoi, on va s'incliner à la dernière minute. Mais de fait, je suis intéressé par comment avons-nous pu, tu vois, après une telle campagne, commettre l'ultime bévue, l'impensable bévue, l'anormale bévue, pour pas dire l'absurde bévue. Ça mérite une petite réflexion quand même, comment on peut aller s'incliner sur un détail ordinaire de vie qui est peut-être à essayer de comprendre. Mais c'est ce que Daniel. Mais le coq a été plutôt bon. Oui, le coq a été bon. Et c'est ce que vous nous aviez dit vendredi matin, juste avant ce match. On se disait parce qu'elle a toutes les qualités cette équipe de France, mais il lui manque encore un petit quelque chose et parfois
elle commet des petites erreurs. Bah, c'est exactement ce qui s'est produit, Daniel, comme quoi vous aviez vu juste. Malheureusement, si je puis dire. Malheureusement. Bon, merci. Bon vent. Bon vent à vous. Daniel. En tout cas, on ne peut que s'incliner sur ce livre. 3000 ans après Ulysse, Jean Glavany. Merci d'avoir été avec nous aux éditions Édicence, c'est magnifique. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Voilà, et vous avez un joli regard sur les autres. Et certains devraient petite étape en en Corse. de la aussi. On n'a pas tout dit, mais il y a une étape en Corse qui est intéressante et un dialogue notamment avec la famille Colonna. Jean-Hugues Collard. Restez avec nous.